On est en direct. On est en direct. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maestrix. Et bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci Euh, Julie, merci Maestro, très cool. donc on est là aujourd'hui pour parler de la Product Delivery avec Nicolas qui est un expert qui va se présenter après. Et voilà, c'est des sujets qu'il connaît bien. On a conçu cette rencontre comme un échange. Donc Nicolas, il va présenter en fait quelles sont pour lui les bonnes pratiques dans la product delivery, etc. et comment optimiser les relations avec les stakeholders, avec les développeurs, etc. Mais l'idée, c'est qu'on ait vraiment un moment d'échange à la fin, enfin même pas à la fin, en fait, à partir du milieu. Voilà, on a voulu consacrer beaucoup de temps à l'échange pour que vous puissiez vraiment poser des questions sur vos pratiques, poser des questions peut-être plus larges aussi sur des concepts peut-être que vous maîtrisez pas. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la partie Q&A donc pendant tout le moment de la présentation et on les prendra après. Mais l'idée c'est que ce soit activable, c'est que ce webinaire il soit aussi activable pour vous. Donc si vous avez voilà des problématiques propres à vos équipes, Nicolas il est là pour répondre à ces questions-là et pour vous aider. Donc vous avez normalement devant vous, vous voyez dans l'interface, vous avez une partie chat et une partie Q&A. Vous pouvez dans la partie Q&A poser toutes vos questions. Et chose intéressante, si vous voyez les questions des autres personnes, vous pouvez voter pour les questions, pour les faire remonter, pour que les questions qui vous intéressent le plus soient prises en priorité. Dans la partie chat, vous pouvez réagir, faire vos remarques, etc., donner vos avis sur ce qui est dit. Je vous partage un petit questionnaire pour vous demander quel est votre métier. Ça, pareil, ça nous permettra d'adapter le webinaire. Hop, normalement, vous voyez le questionnaire s'afficher. Si c'est autre, n'hésitez pas à dire dans le chat quel est votre métier. Et sinon, moi, c'est Julie et je suis responsable pédagogique chez Maestro. Et Maestro, c'est l'école du produit. Je vais laisser maintenant Nicolas se présenter. Hop, je te laisse reprendre Je la reprends la main. présentation. Super. Tac, je découvre l'outil. Parfait. Tout est OK, j'imagine. Alors, pour ma part, je vais faire un très rapide résumé de ce que j'ai pu faire dans ma carrière pro. Voilà, j'ai fait 10 ans de conseil sur la partie technique en commençant par développeur, tech lead, j'ai fait du scrum mastering, un peu de chefferie de projet. À la suite de quoi dans une logique d'intrapreneuriat, j'ai créé une agence web sur les cultures et les pratiques à l'agile où on parlait plus à l'époque de cahier des charges. Donc ça a été plutôt une belle réussite. J'étais adossé à un cabinet de conseil qui s'appelle Extia. Donc pendant 4 ans, on a eu des beaux succès. Mon rôle a été souvent au-delà de l'organisation des équipes, des projets, etc., à avoir une relation particulièrement d'avant-vente et d'accompagnement des clients, puisque on parlait de cahier des charges. Donc l'idée, c'était quand même de déconstruire et de reconstruire une démarche permettant d'être gagnant-gagnant, puisque le paradigme du cahier des charges est souvent perdant-perdant. Ensuite, j'ai rejoint Mythic après 4 ans de cette expérience. J'ai rejoint Mythic pendant 7 ans. Je suis arrivé comme coach agile senior, donc j'ai accompagné les différentes équipes. J'ai pris au fur et à mesure le lead sur l'évolution de l'organisation à l'échelle de Mythic, donc avec un certain nombre d'évolutions des équipes, par exemple, qui sont passées de plateforme, feature team, impact team, et à la fin qui étaient plus sur des parcours utilisateurs, mais aussi comment on a fait évoluer l'organisation qui était au début basée plus sur les équipes et ensuite petit à petit par rapport au flow produit, le parcours du produit, on a réintégré les différentes parties prenantes jusqu'à la direction et chaque rôle ayant ses propres événements avec ses responsabilités induites, ce qu'il devait faire à chaque étape. Je rentrerai peut-être un peu plus dans ce détail tout à l'heure avec un schéma, mais voilà, je les ai accompagnés dans cette transformation. Et depuis 1 an, avec mon associé Marion Le Cerf, on a lancé un petit cabinet de conseil qui s'appelle Fluo,
entouré de pas mal de coachs experts où, comme promesse, comme valeur, on accompagne les entreprises dans ces évolutions organisationnelles sur des organisations tech et produits à tous les niveaux, que ce soit pilotage par l'impact, OKR, ou comme aujourd'hui, product delivery et delivery, et comment on lie les deux, puisque c'est un aspect important. Voilà pour ma présentation. Ce que je vous propose, alors j'avais remis ce slide un petit peu pour introduire, Julie l'a très bien fait tout à l'heure, alors je vais essayer d'être assez rapide parce que l'objectif, c'est quand même un moment qu'on puisse échanger puisque c'est un sujet qui souvent paraît assez classique, le product delivery, mais en pratique c'est c'est toujours un peu complexe à mettre en œuvre pour plein de bonnes raisons, qui est souvent propre aux entreprises, mais voilà. Donc je vais aller assez vite, je vais aborder un certain nombre de concepts. Je vous propose, si vous avez des questions très pertinentes, à les faire au fur et à mesure, si ce n'est qu'à la fin, on aura un temps de questions. Et donc, pourquoi ce sujet, pour moi, est fondamental? C'est quand même, beaucoup d'entreprises parlent de delivery, particulièrement, évidemment, dans les organisations et les entreprises product and tech. Le delivery, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est la capacité à fabriquer son produit. Et cette capacité à fabriquer son produit, bah, elles le font toutes plus ou moins différemment et surtout avec des stades de maturité qui sont assez hétérogènes entre les différentes entreprises. Et pourquoi c'est important? Parce que on peut se retrouver dans des stades de maturité d'organisation produit avec un delivery qui est voilà, subi, difficile, et pourquoi le product delivery peut devenir une solution stratégique très importante dans l'évolution de l'organisation parce que c'est souvent le premier stade d'une organisation produit à l'échelle parce que c'est celui qui permettra d'atteindre celui du pilotage par l'impact et ainsi de suite. C'est ce que je vous explique un peu là. Voilà, le product delivery, c'est vraiment la dernière étape du product flow. Souvent, on parle de vision, on parle de stratégie, de tactique, évidemment de discovery, et le product delivery, c'est vraiment la dernière étape. Alors, on a peu de temps aujourd'hui, donc moi, je vais me concentrer vraiment sur le delivery et ce qu'est le product delivery. Donc déjà, qu'est-ce qu'on constate dans du delivery un peu classique, dans les dysfonctionnements un peu habituels? Pourquoi le delivery, aujourd'hui, peut amener de grosses difficultés sur une organisation tech et produit? Je pars déjà d'un truc qu'on retrouverait fréquemment dans les discussions, que vous retrouverez dans les différents articles, que ce soit sur LinkedIn ou autre, c'est ce paradigme qu'on appelle la feature factory. C'est vraiment l'organisation qui est très orientée sur sa capacité à délivrer des nouvelles fonctionnalités et la victoire est dans cette délivrabilité et pas forcément sur est-ce que ça apporte de la valeur, est-ce que ça a de l'impact. Le win, entre guillemets, c'est quand on a délivré quelque chose. Ça, c'est la première un peu déviance. Le deuxième, c'est d'être focus vraiment sur le planning, c'est-à-dire on a des roadmaps, sur chaque roadmap, on a des timebox associés et on focus notre réussite sur cette capacité à délivrer dans les temps et à enchaîner. Et donc forcément, ça amène une petite situation de stress sur les équipes parce que sur ce type d'organisation, la tenue des délais est toujours un sujet très difficile parce qu'on se retrouve souvent avec un modèle on fabrique, on livre à la fin, et cette délivrabilité qu'on retrouve à la fin, la livraison, eh ben, elle est rarement dans les temps et surtout conditionnée peut-être à des effets de qualité qui peuvent être néfastes. On retrouve aussi souvent, régulièrement dans ces organisations, des effets de silo et de problèmes de communication et de collaboration, gestion de dépendance est compliquée. Il y a un effet un peu spaghetti dans l'organisation qui n'est pas toujours hyper efficient et on se retrouve à devoir faire des gestions de dépendance à des timings particuliers et c'est plutôt très complexe à organiser et ça a des impacts sur la capacité à délivrer une solution finale qui dépend de plusieurs équipes avec des délais qui sont fluctuants et donc un peu stressants. Et évidemment, dans ce type d'organisation, on se retrouve dans ces équipes à avoir une vue qui est quand même très orientée sur la solution et voir vraiment à son niveau. Et donc, on perd un peu la vision du produit, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, à quoi ça va servir, vers où on va, parce qu'on est vraiment dans l'opérationnel, dans le quotidien. Et c'est assez préjudiciable pour le sens et la motivation.
Donc, je vais revenir un peu aux bases, hein, puisqu'on est quand même assez proche dans ce cadre-là d'une démarche projet, et d'expliquer ce qu'est le changement de paradigme quand on passe de l'un à l'autre. Donc, comme je vous disais, une démarche projet, évidemment, je pense que tout le monde le sait, c'est souvent lié à une gestion de la temporalité, de la livraison, et très orienté sur la solution. Donc, ce côté où voilà, on s'engage à délivrer une solution sur un tel ou tel délai et on les enchaîne. Et si on veut pouvoir réussir, il y a quand même une notion qui est primordiale, c'est voilà, qu'est-ce qu'on veut livrer, quelle est la valeur qu'on veut livrer aux utilisateurs, et dans un modèle où on a bien souvent une seule livraison pour une solution, c'est difficile de s'assurer de la valeur et de dérisquer cet apport de valeur. Donc c'est là où le changement de paradigme doit s'opérer, c'est qu'on doit être vraiment sur une logique beaucoup plus centrée sur pourquoi on livre, est-ce que ça apporte de la valeur, est-ce que ça apporte de l'utilisateur, et ça induit un contexte qui est quand même particulier, qui est celui d'être dans un modèle d'hypothèse. Parce que entre ce qu'on avait prévu au départ, comment l'utilisateur le réceptionne, et est-ce que ça fonctionne bien pour lui, voilà, on est dans un registre au départ d'hypothèses et il faut s'assurer que ces hypothèses se valident au fur et à mesure. Et je dis ça pour je le répéterai souvent, de la valeur utilisateur, mais ça peut être aussi sur des sujets complexes. Est-ce que la brique technique, parce que si on est sur des solutions back, etc., est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce que ça s'interconnecte bien? Et ça, faut pas l'apprendre tard dans le projet, voire à la fin. Donc, délivrer de la valeur, c'est délivrer des choses qui permettent d'avancer dans la bonne direction et de s'assurer que cette direction est bonne par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Et le changement de paradigme, il est fondamentalement là, c'est qu'il y en a un qui vraiment délivre sans forcément de s'occuper si c'était une réussite d'un point de vue objectif, alors que l'autre est focus dessus et s'adapte constamment à cette notion de valeur et de capacité à l'atteindre. Moi, j'aime bien résumer globalement ce qu'est la product delivery par rapport à un modèle simple. Et si aujourd'hui on a du mal à s'inscrire dans ce modèle, c'est-à-dire qu'on n'y est pas déjà. Voilà, la product delivery, c'est on délivre le plus rapidement possible et on continue de la valeur. Encore une fois, c'est utilisateur, lié à de la stratégie business, mais dans les étapes intermédiaires, ça peut être je dérisque des enjeux qui sont techniques, je dois me raccorder avec d'autres services. Voilà, c'est très rapidement, on doit franchir des étapes dans la réalisation de son produit, de sa feature, et de s'assurer très rapidement qu'on va dans la bonne direction. C'est ça qui est déjà fondamental, c'est de se mettre dans ce paradigme-là. Et aujourd'hui, j'aime bien résumer à ça, ça permet déjà de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai livre le plus rapidement possible des choses qui ont de la valeur? Voilà. Donc les changements clés à adopter pour, voilà, pour opérer à son échelle, dans son équipe, voire dans son organisation, les premiers leviers qu'il faut aller chercher, c'est déjà penser plus outcome que output. C'est un peu mystique de dire ça comme ça, sans rentrer dans les détails de ce qu'est un outcome. J'aime bien cet exemple. Voilà, un utilisateur, un client, il veut pouvoir fixer son tableau. Souvent, les discussions se perdent plus sur est-ce que c'est un bon clou, est-ce que c'est la bonne manière de le fixer. Et ben, fondamentalement, ce que veut l'utilisateur, c'est accrocher son tableau. Et donc, la solution qui peut être induite par rapport à ce besoin, elle est plutôt large et il y en a des centaines. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est pas de se cantonner à je veux pouvoir accrocher un tableau, c'est déjà est-ce que l'utilisateur peut pouvoir fixer son tableau au mur, et la solution qui sera induite dépendra de cette réussite. Voilà, c'est d'avoir toujours cette logique d'impact dans la réflexion dès le départ. Ça a une grosse influence sur la bonne solution qu'on va opérer, puisqu'elle dépendra de beaucoup de choses derrière cette solution, le budget qu'on peut y mettre et d'autres aspects. La co-conception, ça c'est vraiment névralgique, c'est un peu la colonne vertébrale de cette réflexion. Il est fondamental d'imaginer une solution en équipe avec toutes les bonnes parties prenantes, parce que bien souvent, ce modèle d'organisation de co-conception va permettre de pouvoir faire émerger des solutions qui sont beaucoup plus adaptées, que ce soit d'un point de vue technique et fonctionnel, et ça va permettre à l'équipe de se poser les bonnes questions dans la phase de réalisation. Et pourquoi je dis ça ? C'est que le deuxième paradigme qui est important, c'est être dans une démarche itérative. Ça veut dire qu'on ne s'inscrit pas dans une logique un peu cycle en V, mais bien au contraire, on doit être capable de délivrer, comme je le disais tout à l'heure, des incréments fonctionnels, des incréments de valeur,
très régulièrement. Et pour arriver à faire ça, c'est une démarche de réalisation qui ne peut que se co-construire aussi avec la tech, mais d'autres parties prenantes, peut-être d'autres équipes, évidemment la partie produit, PO, PM, peu importe. Mais voilà, la phase de conception, disons que la solution, on peut arriver avec une solution un peu macro, mais la vraie définition de ce que sera la solution devra être construite en équipe avec toutes les bonnes parties prenantes. Ça, c'est vraiment fondamental. Et à partir de là, de s'inscrire dans une démarche itérative. Évidemment, la validation en continu. La validation en continu, encore une fois, c'est est-ce que ce que je délivre au fur et à mesure valide des hypothèses? Est-ce que ça produit la valeur qu'on attendait? Et ça permet de réduire au fur et à mesure les risques et prouve qu'on va dans la bonne direction plutôt que découvrir à la fin de l'engagement qu'on avait fixé que ce n'est pas soit la bonne solution ou qu'il y a des lièvres au fur et à mesure, des imprévus qui mettent à risque le projet, qui nécessitent des développements qu'on n'avait pas prévus et donc augmente de manière très conséquente les délais estimés. Comment s'organise efficacement quelques pratiques alors déjà, non, plutôt quelques principes. Donc l'équipe, elle doit être au maximum autonome et responsabilisée. Autonome, c'est une organisation doit tendre, moi c'est ce que j'ai vécu particulièrement à Mythique, c'est quand une organisation évolue, elle doit tendre au maximum sur des équipes qui sont autonomes, parce que plus elles ont de dépendance, moins elles seront capables de créer ces petits incréments, de pouvoir jouer sur sa démarche, s'adapter en fonction de ce qu'elle découvre, etc. Donc plus elle est autonome, et plus elle a la capacité de s'organiser, plus elle sera mature et performante. Des rôles et responsabilités clairs, mais flexibles, ça c'est un archétype qu'on retrouve souvent dans les organisations, c'est que les rôles et responsabilités ne sont pas clairs, et donc ça induit des flottements dans l'auto-organisation de l'équipe, ça crée des dysfonctionnements qui peuvent être un peu embêtants. Donc bien clarifier, voilà, souvent quand on a POPM, PM, EM, Engineering Manager, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, pour éviter déjà, qu'on se marche un peu sur les pieds, et bien s'assurer que l'ensemble des responsabilités sont bien couvertes. C'est un vrai sujet qui est intéressant. On peut parler de, par exemple, moi j'aime bien, et j'avais partagé un sujet comme ça, l'EM, j'aime bien le voir un peu comme le référent de la phase de la fabrication, du build, souvent quand le produit commence à être construit dans les sprints, et le PM qui est responsable de la partie qu'on appelle plus largement la partie think, c'est-à-dire de la co-conception, discovery et toute cette partie-là. Et évidemment, on se retrouve au milieu, toute l'équipe, pour définir quelle va être la bonne solution. Donc voilà, des responsabilités claires, à éviter les effets de silo, qui est le dernier point important. C'est des responsabilités claires, mais surtout dans des contextes où il faut être capable de s'adapter rapidement. Il ne faut pas se cantonner à sa première casquette. Il faut être orienté vraiment sur l'objectif et être capable de s'adapter pour faire avancer ses objectifs. Communication fluide, évidemment, privilégier un maximum de communication et de transparence. Il faut être capable de dire on a découvert quelque chose qui ne va pas bien fonctionner, on ne l'avait pas prévu, il va falloir s'adapter, voilà ce que ça va impacter. Voilà, c'est quelque chose de très important dans les organisations. C'est pour qu'une équipe gagne cette confiance par rapport à cette direction, elle doit être capable, de s'engager, et deux, de communiquer s'il y a des changements, et c'est normal. Il faut toujours communiquer, voilà, sur les impondérables, ça fait partie des classiques, il ne faut pas hésiter à surcommuniquer, très important. Et donc, il y a souvent en lien avec cette direction, mais aussi évidemment dans l'équipe, entre les différentes parties prenantes de l'équipe. Et évidemment, l'alignement sur les objectifs, il faut que les attentes de l'équipe, les objectifs qu'elle se fixe, qu'elles soient connues, reconnues, et pas hésiter à les adapter en fonction de voilà, encore une fois, dans une logique où on est dans un modèle d'hypothèse et on va tester des choses pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction, on peut découvrir des choses qui dysfonctionnent, qui ne marchent pas. Et donc, il faut être capable de revoir rapidement sa copie, pourquoi pas pivoter ou au contraire, aller chercher d'autres choses. Donc voilà, être clair sur les priorités, être capable de s'adapter sur les différents objectifs.
et des pratiques, comment on le met en œuvre. Donc, un sujet que j'aime beaucoup, c'est cette notion de roadmap d'outcome. C'est-à-dire, plutôt que s'engager sur des roadmaps un peu classiques qui sont orientés très solutions, être plutôt orienté sur des roadmaps qui sont construites avec des outcomes, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisateur, il aimerait pouvoir faire ça, voilà tel bénéfice que ça lui apportera. Construire évidemment des time box autour, c'est-à-dire on les enchaîne pas forcément de manière. On peut en construire des backlogs, mais c'est aussi intéressant d'y fixer, d'y associer ce que j'appelle moi du carburant. C'est-à-dire, bah voilà, pour atteindre tel impact, j'aimerais que le coût associé, c'est-à-dire du temps de développement et de concentration de l'équipe, doit être de cet ordre-là, et ça permet à l'équipe, lorsqu'elle est dans sa phase de conception, d'imaginer la meilleure solution. Le découpage, ça c'est très important, c'est-à-dire les backlogs à plat, c'est un peu traditionnel, particulièrement dans Jira, c'est une pratique qu'il faut vraiment éviter. Il faut avoir une vision claire de tous les bons niveaux, c'est-à-dire que on doit retrouver son backlog des initiatives, c'est-à-dire de manière macro, les projets qu'on a, les features qu'on est en train de construire, le découpage à l'échelle du dessous, les différentes épiques, on peut parler de versionning, pourquoi pas MVP ou autre, et évidemment les US à la fin. Et l'intérêt, c'est que euh, toutes les discussions qu'on peut avoir autour de son produit, de sa réalisation, doit commencer vraiment dans cette échelle-là. C'est-à-dire qu'on parle des US si on est bien clair sur les épiques, on parle des épiques si on est bien clair sur les initiatives et les niveaux de priorité. Deux pratiques que j'adore. Story mapping, pour moi, c'est vraiment voilà, c'est l'outil qui, pour moi, fait un peu référence quand on arrive, qu'on a une grosse feature, voire un produit qu'on veut construire. C'est la pratique qui permet vraiment de clarifier le parcours utilisateur, l'expérience utilisateur, de commencer à découper en étapes, voire en US, de construire un backlog, donc avoir un bon niveau, un peu comme je disais juste avant, les bonnes épiques, les US. Donc, c'est collectivement, ça permet de construire ça et d'y définir un plan de réalisation. C'est-à-dire, on se dit, bah voilà, la première version, c'est l'ensemble de ces épiques et de ces US. On peut l'appeler MVP, peu importe. Et ça permet, voilà, de créer un plan de release qui n'est pas un grand cycle en V, mais bien au contraire des étapes intermédiaires. On peut construire ses objectifs de sprint autour de ça. C'est très puissant, je le conseille très fortement. L'autre, c'est l'example mapping, c'est-à-dire quand on est sur, souvent c'est lié à une épique, où d'un seul coup on se dit, tiens, cette US, elle paraît vraiment importante, on n'y voit pas clair, bah voilà, ça permet, souvent ça peut être animé avec un triamigos ou autre, mais ça permet de se dire à plusieurs, on rentre dans les détails et ça permet de découper cette épique ou cette grosse US en plusieurs US et clarifier ce qui se passe à l'intérieur. C'est très important parce que c'est ce qui permet dans cette différentes phases, puisque c'est de la co-conception, de bien comprendre et de bien découper ce qui se passe à l'intérieur. Pour moi, c'est le pilier pour éviter les surprises. Voilà, c'est un bon découpage, une bonne maîtrise. Et quand on tient à maîtriser quelque chose, c'est à minima la première grande livraison, souvent liée à MVP. On utilise ce genre d'outils pour bien clarifier toutes les bonnes étapes, toutes les US et les épiques associées. Et évidemment, à chaque étape, chaque objectif, que ce soit à la fin d'un sprint, que ce soit à la fin d'une release un peu plus grande, on s'assure qu'on a bien produit la valeur qu'on attendait, c'est-à-dire d'un point de vue utilisateur, sera produit bien l'impact qu'on souhaitait avoir, que l'outcome est bien au rendez-vous, que les risques qu'on avait associés sur le chemin, on les a dérisqués, ça fonctionne bien. Et ça, cette logique-là, on l'a vraiment au fur et à mesure de l'avancement et de notre quotidien dans notre équipe. Alors, ça change quoi? Alors, j'ai voulu remettre un petit peu voilà, ce que ça pourrait représenter en termes de réalisation. Voilà, une initiative ou feature ou peu importe, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver entre guillemets sur une roadmap. L'idée, dans un délivré un peu classique, on se retrouve avec un modèle voilà, où l'équipe s'engage sur réaliser telle grande fonctionnalité. Bien souvent, pour plein de raisons, on se retrouve à la fin avec du retard parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. La livraison se fait souvent un peu dans la douleur et on a des problèmes de qualité. Voilà, c'est un peu classique. Ça ressemble en général à des suites de petits cycles en V sur des périodes un peu longues et c'est assez coûteux.
et stressant. Donc, voilà, si je devais le schématiser, le product delivery, ça ressemble plus à ça. Ça ressemble à des versions de cette initiative qui peut être fait à différents moments, dont l'objectif est de mesurer un certain nombre de choses. On va chercher par le biais d'une démarche itérative, une version la plus condensée possible qui permettra de valider que ça répond de manière pas totalement optimale, mais aux besoins qu'on s'était fixés, aux objectifs qu'on s'est fixés. On a des étapes intermédiaires qu'on met autour des sprints, qu'on peut appeler objectifs de sprint, qui permettent d'avancer et de valider cette direction. Entre deux grandes phases de mise en production où on a un premier MVP, on peut intercaler d'autres initiatives, d'autres choses. Ça permet de se laisser un peu d'espace entre les grandes versions pour rajouter d'autres incréments qui peuvent être soit le début d'une autre initiative, soit d'autres choses que l'équipe souhaite faire. Ça permet de, voilà, entre ces deux moments d'aller valider et de prendre des feedbacks, que ce soit utilisateurs ou du reste de l'organisation. Voilà, ça c'est important. Ce que je ne représente pas là, ce qui est intéressant, c'est de se dire que la différence par rapport à un engagement classique, c'est que l'équipe ne va pas forcément avoir une logique où à rentrer pile dans l'engagement, mais c'est plutôt d'aller le plus vite possible pour délivrer quelque chose qui devrait fonctionner et garder ce qu'on appelle un peu de gras, un peu de voilà, de pas être en retard par rapport à vos engagements qu'ils avaient et de pouvoir profiter de cet espace-temps qu'ils ont réussi à économiser pour améliorer, peut-être rajouter d'autres sous-fonctionnalités, d'autres US pour améliorer leur première livraison. Voilà. Ça, c'est vraiment important. C'est un peu le modèle de fonctionnement voilà, du product delivery. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet après. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les équipes? Bah, évidemment, on passe d'une phase de délivrabilité beaucoup plus proactive et stratégique, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher des choses très rapidement et de s'adapter et de communiquer. Un truc, j'en parlais tout à l'heure, mais voilà, si dans sa première livraison qui n'a pas consommé l'ensemble de notre engagement, on découvre qu'il y a des impondérables, des choses qui ne fonctionnent pas bien et que ça remet en cause le plan, bah, ça permet de ne pas découvrir à la fin qu'on ne va pas y arriver et qu'au contraire, d'avoir une discussion avec sa direction, de dire bah, voilà ce qu'on a découvert, ce n'était pas prévu, au lieu d'avoir consommé 100% de notre engagement de départ, on en a plutôt consommé, je ne sais pas, 30-40%, et voilà ce qu'on vous propose, et c'est la direction qui ne subit pas ce changement, mais c'est plutôt une conversation concertée pour définir quelle va être la suite de l'histoire si on est dans ce type d'écueil qui arrive régulièrement, et c'est normal. Évidemment, on a une bien meilleure satisfaction des équipes et des utilisateurs puisqu'on est beaucoup plus dans un modèle de collaboration. Alors évidemment dans la phase de co-conception, mais après, puisqu'on va chercher des feedbacks et un certain nombre d'allers-retours qui donnent beaucoup plus de sens au quotidien, même pour l'équipe de réalisation, les développeurs, qui ont un lien beaucoup plus fort avec ceux qui vont valider et pourquoi pas utiliser leur solution. Ça permet évidemment d'augmenter la prédictibilité et l'innovation, puisque quand on dit innovation, ça permet de se dire tout simplement quel est le niveau d'impact qu'on s'était fixé. Et ben en fait, l'utilisateur, il aime bien, mais ce serait mieux que ce soit comme ça plutôt que comme ça. Et ça, donc, ça permet de produire des fonctionnalités qui sont, moins coûteuses et beaucoup plus adaptées sur mesure aux différents besoins. Et évidemment, on réduit les risques et les coûts associés. On n'a pas les queues de découvrir à la fin qu'on ne sera pas capable de tenir ses engagements. Et le pire, pour revenir à la présentation, au début de la présentation, c'est une fonctionnalité qu'on a délivrée, on est passé à la suivante. Et cette fonctionnalité, au final, marche pas tant que ça. Mais tant pis, on reviendra pas dessus, parce que ça, j'en ai pas forcément parlé. Ce que j'ai pu souvent observer, c'est qu'on livre une fonctionnalité dans la douleur, on passe à la suivante, et au final, elle n'atteint pas ses objectifs, mais la roadmap étant qu'on est passé à autre chose et on ne pourra pas l'améliorer. Voilà. Donc je remets un peu ma vision. Donc quand vous êtes dans une logique d'équipe, vous êtes dans la phase de delivery, vraiment votre totem, votre boussole,
c'est de délivrer le plus rapidement possible des objectifs qui vous permettront voilà, de prouver que vous allez dans la bonne direction, que ça fonctionne, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue utilisateur, et évidemment, ça doit être raccord avec des objectifs business. Voilà, c'est un peu gardez-le toujours en tête. C'est un peu le sujet, c'est comme ça que quand j'accompagne des organisations, c'est ce que j'ai tout en haut de ma boussole et je regarde où on en est par rapport à ça. Voilà, j'ai fait le tour. Merci Nicolas. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi, je vais vous parler très brièvement de Maestro, de nos formations. Pendant ce temps-là, posez toutes vos questions et puis on les prend juste après. Alors, donc juste pour vous dire que ce genre d'événements, des webinaires sur le sujet du produit, du no-code, de l'IA, on en fait très souvent avec des intervenants différents. Et pour nous retrouver, pour être au courant de tous ces webinaires, ces événements, même des événements en présentiel parfois, vous pouvez vous inscrire sur Meetup, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, et vous avez bien sûr le site de John Maestro. Vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations. Pour ce qui est des formations, donc chez Maestro, on propose des formations de product management, des formations en présentiel, des formations en distanciel pour les personnes qui ne sont pas à Paris ou qui ont une activité, et des formations de no-code. La particularité, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur la pratique, parce que nous, on a la conviction que c'est en pratiquant, en faisant des erreurs, en se trompant, en essayant, qu'on apprend le mieux. Vous voyez donc le calendrier des prochaines formations. Je vous partage un petit questionnaire pour savoir si vous êtes intéressés. Et j'ai une big news. Non, c'est qu'avec Maestro, ouais, exactement. On lance, donc on a lancé les inscriptions aujourd'hui pour un nouveau format, une nouvelle formation de 3 jours sur l'IA pour les product managers. Donc l'idée, c'est de vous former donc à l'IA sur des questions de productivité pour augmenter la productivité dans votre métier, mais aussi que vous soyez à l'aise de copiloter des projets d'IA, donc sur des produits IA potentiellement. Voilà, et après de faire toute une partie sur aussi les tics, les biais de l'IA, etc. Parce que nous, on pense que c'est le rôle du product manager aussi de sonner la sonnette d'alarme, de tirer la sonnette d'alarme plutôt, sur les projets IA, sur l'utilisation de l'IA, etc. Voilà, donc on a conçu ce programme pour ça, pour des personnes qui sont product managers depuis plusieurs années, qui ont envie de prendre ce tournant, qui ont 3 jours à consacrer en présentiel à l'apprentissage, donc des outils d'IA. Je vous partage donc les petits sondages, et je vous partage aussi dans le chat, je vous partage dans le chat là le lien vers la formation de Product IA. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez la retrouver ici, dans le chat. Ok. Vous avez les petits formulaires qui vont défiler devant votre écran. En attendant, je prends aussi vos questions. Alors, on a une question de Belinda qui dit « Dans un contexte où l'entreprise n'est pas mature en termes produits ou contexte de conduite de changement, avez-vous des techniques pour engager les stakeholders ou parties prenantes dans cette démarche d'apport de valeur ?» Alors, ça commence tout en haut, directement sur la direction. Alors, il faut commencer la démarche. Quand je dis ça, c'est important, c'est tout changement ne peut pas se décréter de manière très big bang. Moi, souvent, ce que je fais quand j'ai des discussions et des directions, puisque c'est à partir de là où on peut commencer à vraiment opérer des changements, à minima parce qu'ils sont souvent des sponsors, c'est-à-dire qu'ils valident qu'on est en train d'opérer des changements, et donc on a besoin de discuter avec eux et qu'ils soient à l'aise sur ces changements. Donc, quand on discute avec une direction, il ne faut pas forcément rentrer tout de suite sur le comment, mais c'est déjà à minima sur le pourquoi.
Je pense qu'une organisation qui est plutôt prompte à avoir des projets, etc. Et l'idée, c'est qu'on aille chercher plutôt une démarche autour de la valeur, c'est qu'il y a des choses à changer. Et la première étape, c'est de faire un constat de est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on fait aujourd'hui et de comment on le fait, est-ce que ça marche bien? Et si ça marche bien, ça n'a pas trop d'intérêt de changer. Et bien souvent, si on veut parler plus de valeur et moins de manière un peu classique de gestion, un peu comme on l'a décrit tout à l'heure, de delivery de fonctionnalité, c'est on n'est pas forcément satisfait du résultat final, de l'impact qu'il peut y avoir sur le business et les utilisateurs, et c'est de repartir de là et d'être dans une discussion où on se dit bon, l'idée c'est pas dépenser tout le budget qu'on peut avoir pour aller chercher telle fonctionnalité, on va plutôt être dans une démarche déjà de bien comprendre. Donc, je ne vais pas parler de discovery, mais c'est une étape primordiale, c'est de bien comprendre quel impact qu'on souhaite avoir et d'aller le valider. Et quand je dis d'aller le valider, c'est d'être capable de délivrer par différentes phases des incréments de valeur. Ça peut être souvent ce qu'on fait dans cette phase-là, ça peut être des POC, c'est-à-dire des proof of concept, c'est-à-dire plutôt que de tout développer, on peut tester des choses avec les utilisateurs. Et donc l'idée, c'est toujours dérisquer un maximum. Et une fois qu'on a dérisqué l'appétence du client, que l'impact c'est celui-là, et qu'on commence à bien cerner la solution qu'on voudrait mettre en face, bah c'est pareil, on ne rentre pas dans un cahier des charges. C'est d'aller leur prouver qu'on va se retrouver très rapidement avec une hypothèse levée, un client qui est très satisfait. Et donc voilà, l'idée, c'est de s'assurer que pour beaucoup moins cher, entre guillemets, puisqu'on ne dépense pas tout le carburant, on est déjà capable de prouver qu'on va dans une bonne direction. Donc c'est plutôt de leur raconter cette histoire, c'est du dérisquage, c'est de s'assurer que si on va se tromper, on va l'apprendre le plus vite possible et le moins cher possible. Voilà. Moi, c'est ce que je fais régulièrement quand je discute avec des directions, c'est d'amener plutôt cette logique-là. Voilà. J'aime bien le côté engagé, pour engager les stakeholders, de leur raconter des histoires. Mais je pense qu'effectivement, c'est important. Bah, faut raconter comment ça se passe et ce qu'ils vivent déjà aujourd'hui. C'est partir un peu du constat, hein, sans être forcément critique ou négatif, c'est juste être factuel et dire qu'il y a des choses. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de dire on va expérimenter. C'est pas toujours un terme simple il peut faire peur, mais dans expérimenter, c'est vraiment cette notion de voilà, testons de nouvelles choses, soyons ouverts, on va pas tout retourner, on va pas faire une transfo organisationnelle, mais voyons si on fonctionne différemment, est-ce que ça marche mieux et quand on dit ça marche mieux, il faut évidemment établir des critères de succès. Donc il faut clarifier une démarche, clarifier les objectifs de cette démarche et de se retrouver régulièrement pour valider. Même logique. Moi j'aime bien parler de organisation as a product, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes dans une démarche dans cette évolution à dire bah voilà. Notre organisation, c'est un produit, on va la faire évoluer, on va aller chercher ça dans cette évolution, c'est un critère de succès, on va le mesurer, et on va se retrouver rapidement pour valider que ce qu'on pense être valable en termes d'évolution produit ses fruits. Voilà. Sébastien qui demande comment réussir à sortir du piège Feature Factory et Release Driven. Bah, alors désolé, c'est un peu la teneur globale de ce que j'ai dit, hein, mais la Feature Factory, c'est, pour l'avoir vécu pendant pas mal d'années, c'est un enchaînement de solutions où, en fait, c'est que des mini-cycles en V. Chaque solution est construite comme un mini-cycle en V. Et ça, c'est l'archétype même en fait, on n'avait pas tout prévu. Puisque quand on dit mini-cycle en V, Feature Factory, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a un petit cahier des charges au début. Il y a un cahier des charges, souvent, les équipes de réalisation, les développeurs ne participent pas à l'élaboration de ce cahier des charges. Et donc, on fait les mêmes erreurs qu'un cycle en V, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout prévu, en fait, c'est plus cher, les délais sont dépassés. Donc, ce qu'on ne dit pas forcément, mais c'est qu'une Feature Factory, on subit la roadmap et on en est continuellement trop tard. Et donc, on est surchargé, on ouvre plusieurs trucs en même temps, on n'est pas focus, etc., etc.
Et donc, le meilleur moyen, c'est de réduire nos temps de délivrabilité et de mesure de est-ce qu'on va dans la bonne direction. C'est voilà, c'est construire des objectifs de sprint, des MVP, et de délivrer le plus rapidement possible des choses qui vont dans la bonne direction. Imaginons qu'on délivre une version MVP, Minimum Viable Product, d'une solution, et que pour X raisons, vous avez un impondérable, vous devez passer à autre chose, bah vous avez déjà ça qui est livré. C'est déjà rassurant. Voilà. C'est pour moi le plus gros changement. Il y avait Thomas aussi qui me posait une question sur le safe, en mode safe. Alors, Et je la la lis gestion... juste comme ça. Ouais, Ouais. je t'en prie. Après, je lis. Est-ce que l'approche produit, notamment dans sa gestion en mode safe, implique forcément la disparition de la fonction gestion de projet, utilise les livrables du produit, les déploie auprès des clients, gère le change et la mise en service, j'imagine. Je sais pas. Voilà. Alors surtout, alors comment dire ça? La démarche produit, le product delivery, ça reste de la gestion de projet. C'est juste qu'on le fait un peu différemment. Quand je dis ça, c'est-à-dire que bah, y a des spécifications, il y a des livrables, il y a des utilisateurs, il y a des time box, c'est-à-dire qu'il faut livrer à certains moments. C'est juste que la fréquence est beaucoup plus élevée. Et quand je dis fréquence, c'est-à-dire quand on dit qu'il y a un objectif de sprint, alors sans entrer dans les détails de ce qui se passe à l'intérieur d'une équipe, et ben l'objectif de sprint, ben, c'est un tout petit cycle en V. Mais au lieu qu'il dure 3 mois, voire 6 mois, ben, il dure peut-être 15 jours. Voilà. Et donc, on fait un peu la même chose, on le fait juste un peu différent parce que les cycles sont très rapides. Mais pour moi, c'est globalement de la petite gestion de projet, si ce n'est que tes critères de succès n'est pas la livraison de ta fonctionnalité, c'est que ça doit répondre à des critères de succès qui sont en dérisquant des choses, qui est des utilisateurs et leurs besoins. Ce qui change beaucoup, c'est la manière dont on construit, quand on dit gestion de projet, c'est-à-dire voilà, le cahier des charges, les spécifications, c'est qui contribue à ces spécifications. Et les contributeurs, voilà, c'est ceux qu'on oublie souvent. Moi, je suis un ancien développeur. Moi, j'ai plutôt aimé le développement quand je participais à l'élaboration de la solution, de son architecture et de bien comprendre quels étaient les enjeux utilisateurs. Voilà. Pour moi, c'est donc on fait évidemment de la gestion de projet quand on fait de la gestion de produit, du product delivery, on le fait juste un peu différemment. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je travaille en start-up et le produit n'arrive pas à éclore quand on est beaucoup drivé par les projets et les clients qui eux, rapportent de l'argent. Comment ne pas partir dans tous les sens? Attends. Il n'arrive pas à éclore. C'est-à-dire, il marche pas ou il n'arrive pas en livraison, car beaucoup de driver par des... Les deux. Là, alors, je ne suis pas rentré dans les détails de mon deuxième slide où on voyait vraiment vision, stratégie, tactique, etc. Mais il y a quand même un enjeu pour que la product delivery fonctionne bien, que ça marche bien, qu'on soit sur les bons sujets, les besoins utilisateurs. C'est aussi le travail en amont qu'incombe à la direction, qui est bien définir la vision de son produit, la promesse, la stratégie pour y arriver, d'un point de vue tactique, quels vont être les bons sujets à l'état clé et comment on va aller le réaliser. Il y a quand même une responsabilité de la direction de bien définir ça. Et sans ça, c'est ce qui fait que tu pars un peu dans tous les sens et tu navigues un peu à vue et tu sautes un peu sur tous les sujets parce que soit le concurrent fait ça, soit parce que le client a dit ça. Mais ce qui fait que c'est un bon sujet, c'est ta vision. Et ça, c'est pas toujours évident de s'en sortir sans. Voilà. Sans ça, il faut un peu de chance pour bien y arriver. Mais je pense que c'est pour moi la principale responsabilité de la direction, c'est d'établir cette direction. Ce qu'on oublie souvent derrière le mot direction, c'est pas que diriger, c'est aussi de porter une direction vers où on va. Et elle n'est pas toujours très claire ou bien formalisée. Donc, parce que cette direction doit servir d'aiguilleur entre les bons sujets et les mauvais sujets. Tous les utilisateurs ils demandent ça, mais est-ce que c'est stratégique d'aller vers ça? Normalement, ça sert à ça de prioriser. C'est de choisir les bons et d'enlever les sujets qui sont moins pertinents. Voilà.
Il y a quelqu'un qui dit: «La notion d'outcome est primordiale et également utilisée dans les méthodes PMP et MSP». Ouais, complètement. C'est quelque chose que moi j'ai découvert un peu sur le tard, et parce que moi-même, hein, c'est beaucoup plus simple de discuter de la solution, mais on oublie souvent l'impact qu'on veut générer sur le client et son besoin. J'avais pris la métaphore du tableau, et souvent le débat il est sur la fixation du tableau, alors que le vrai débat c'est plutôt sur son besoin, et qui induira des versions différentes de la solution. Voilà. Et donc, et c'est surtout dans cette outcome qu'on définit les critères de succès. Alors que si on n'a pas un outcome clair, on n'est pas capable de définir si la solution est un succès. Merci beaucoup Nicolas, je vois pas d'autres questions. Un On est plaisir. dans les temps. Alors, on voulait juste faire un petit rôti à la fin. Si vous pouvez dans le chat mettre ce que vous avez pensé du webinaire en fonction des notes qu'on affiche ici, ben ça fera plaisir de savoir si ça a été utile pour vous ou pas d'ailleurs. Moi, je pense que ça a été utile. En tout cas, pour moi, ça a été utile. Un plaisir. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. Et ben, on se retrouve bientôt pour un prochain Maestrix. En attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Bon appétit, peut-être. À plus tard. Bon appétit. Merci encore. Merci beaucoup, Maestro. Et merci, Julie. Merci à toutes et tous. C'était très chouette. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'approfondir certains aspects. Au plaisir.